Bonjour Esteban. Bonjour Hélène. Merci en tout cas de m'accueillir ici au domaine de Châteauvieux. Donc tu travailles dans ce domaine depuis 22 ans, dont 18 en tant que directeur de salle. Justement, quelle a été l'évolution ici depuis que tu es directeur? L'évolution du restaurant, il n'y a pas eu grand chose. Moi j'ai évolué parce que j'ai commencé en tant que commis. Donc j'ai commencé en 95, décembre 95, je suis rentré commis, après je suis passé chef de rang. Je suis resté 2-3 ans chef de rang et ensuite j'ai eu la possibilité de prendre le poste de maître d'hôtel. Donc pour moi il y a une évolution. Dans la salle je pense aussi, parce qu'on a quand même changé pas mal de petites choses. Mais il y a beaucoup de travail de salle qui se faisait déjà à l'époque et nous on a perpétué ça en fait. Donc tu as gravi tous les échelons ici au domaine? Pas qu'ici, parce que je travaille ailleurs aussi. Et auparavant, est-ce que tu es originaire d'Espagne? Ouais, moi je suis de Malaga. Et tu as fait ta formation aussi J'ai fait ma formation en Espagne. J'ai commencé là-bas, j'étais jeune. Après j'ai poursuivi, donc je suis parti en Angleterre, je voulais y rester 6 mois pour apprendre anglais. Et je suis rentré au Méridien, là, donc dans le restaurant gastronomique qui s'appelait le Ochrome. Donc j'ai fait 4 ans au Méridien. Et avant de quitter Londres, j'ai fait une année chez Nico, qui avait 3 étoiles Michelin, avant de rejoindre le domaine de Châteauvieux, puisque ma femme avait été transférée à Genève, donc je l'ai suivi, quoi. Donc c'était un peu une opportunité ici de venir en Suisse? Oui, alors moi, la Suisse, c'était pas vraiment l'endroit où je voulais y aller. Moi, mon rêve, c'était Paris. Et bon, vu que ma femme avait été transférée ici, je me suis dit, je vais faire une année à Genève et après peut-être je poursuivrai des voyages. Et finalement, je me suis plu. On s'est installé ici, on a acheté notre maison et voilà, maintenant on habite ici, quoi. Donc tu t'es pris de passion pour le pays et puis aussi pour l'établissement, le fait d'y rester, de n'être justement finalement jamais reparti. Oui, alors c'est des choses qui ne se calculent pas. Tu commences, tu commences à gravir un petit peu les échelons, après tu t'attaches à la maison aussi. Mais moi je suis toujours resté assez fidèle aux maisons dans lesquelles j'ai travaillé. Je n'ai jamais changé pour changer et je me plais bien, j'aime bien le travail qu'on fait, donc c'est pour ça que je reste aussi. J'aime bien toute cette technique. La façon de gérer le personnel, les plats qui sont faits par les cuisiniers sont très intéressants. Et ce sont des plats qui mettent en valeur le service, l'art du service. Donc j'ai tout ce qu'il me faut ici en fait, c'est pour ça que je reste. Il y a un gros travail justement de salle au domaine de Châteauvieux qui est 2 étoiles Michelin et membre des grandes tables du monde, les châteaux également pour l'hôtel. Il y a une grosse évolution en termes de service. Je crois que la capacité d'accueil déjà a diminué de 80 à 45 couverts. Oui, quand je suis arrivé, on faisait dans les 80 couverts et maintenant on a baissé à 45, 50 couverts, ce qui nous permet d'être plus proche, de faire un service plus personnalisé. Donc avant on avait beaucoup plus de personnel aussi, mais c'est quand même un peu plus facile à gérer 40 couverts, 50 couverts que 80, même avec plus de personnel, parce que tu rajoutes du personnel, c'est une problématique en plus. Gérer le personnel, c'est pas toujours évident non plus. Donc c'est assez considérable finalement d'avoir réduit de moitié la capacité d'accueil. Oui. C'était pour un meilleur confort des clients? Oui, parce que je trouve qu'on est quand même plus proche du client. On a une qualité de service qui est différente aussi. Donc on arrive à voir tous les clients. Avant on devait se partager, on était deux responsables de salle, on se partageait la salle en 2. Aujourd'hui je peux aller voir tous les clients en fait. On a 14 tables et ça me laisse le temps de prendre des commandes à toutes les tables et de faire des découpes ou des flambages à chaque table. Donc ça pour moi c'est bien parce que ça me permet de voir tout le monde. Et combien êtes-vous dans l'équipe? On est une dizaine. Donc j'ai un assistant, on a 2 sommeliers, après on a des chefs de rang, des commis, on a des stagiaires aussi qui viennent des écoles suisses. Donc ils sont là 6 mois et tous les 6 mois on a 2 stagiaires qui changent tout le temps. Et parmi ton équipe, est-ce que ce sont exclusivement des Suisses ou justement il y a des Français ou d'autres nationalités au niveau de l'équipe de salle? L'équipe de salle, il y a un petit peu de tout. En fait, tout ce qui vient la plupart sont français, ceux qui sont en salle. Après, les étudiants, on a de tout. Beaucoup d'Asiatiques, parce que le Ritz, on travaille beaucoup avec le Ritz, donc on a souvent des Asiatiques. En ce moment, on a une fille qui vient du Panama. On a une fille qui venait d'Indonésie, mais on a eu des Russes, on a eu un petit peu de tout. Mais c'est bien, parce que ça apporte un petit peu de... C'est une volonté justement d'avoir des collaborateurs ici de différentes nationalités? C'est pas forcément une volonté, mais c'est quelque chose que j'aime bien parce que j'aime bien le mélange. J'aime bien, ça apporte des choses. Ça oblige l'équipe à parler un petit peu en anglais parce que ces gens-là ne parlent pas français. Donc, tu vois, ça nous amène à leur expliquer les choses en anglais. Et on garde parce que les langues, il faut les pratiquer. Si on les parle pas, et avec la clientèle, le langage qu'on a, c'est toujours le même. On explique les plats, on explique des choses comme ça, mais
on ne donne pas des directrices. Donc là, ça nous permet vraiment d'entretenir la langue et c'est important. Oui, il y a ça aussi à souligner, puisque c'est une clientèle internationale. Ici, on est en Suisse, donc on est tout proche de la France, mais aussi de l'Allemagne. Donc c'est une exigence de pouvoir parler plusieurs langues, je suppose. Oui, bon, en Suisse, il y a 3 langues. Hein. Il y a le français ici, on a l'allemand qui est la langue principale, et l'italien aussi. Et on a aussi le romanche. Bon, ça, c'est quelque chose. Moi, je ne parle pas malheureusement ni l'allemand ni l'italien, donc je parle en anglais avec ceux qui ne sont pas francophones ou espagnols pour les Espagnols. Mais généralement, oui, tu es trilingue, espagnol, tu parles espagnol, français. Espagnol, français de naissance, et l'anglais, je l'ai appris après. Ouais. Donc c'est la langue que je parle un petit peu moins bien, mais je me débrouille assez. Je suis assez à l'aise. Et quand tu recrutes justement du personnel, est-ce que ça fait partie des critères de parler 2 langues, voire 3? Non. D'ailleurs, on a des gens qui ne parlent même pas français, donc on les prend parce que ils font des stages et ils apprennent un petit peu le français. Après, c'est clair que ça les limite un petit peu. Hein. Quand tu ne parles pas français, tu ne peux pas annoncer des plats ou tu annonces au départ quelques petits amuse-bouches, mais ça prend du temps hein, d'apprendre une langue comme ça, c'est pas évident. Donc je ne vais pas tenir des critères avec les étudiants. Avec les professionnels, oui, il faut quand même qu'ils parlent français et anglais. Il faut au moins des bases d'anglais, hein, parce que sinon c'est compliqué, parce qu'on a quand même des Russes aujourd'hui, on a beaucoup de Russes, on a des Arabes qui ne parlent pas forcément le français, donc ça se passe en anglais, les Allemands, il y a plein de... Genève, c'est une plaque tournante, il y a beaucoup d'étrangers, même si on a beaucoup de locaux, mais il faut quand même pouvoir s'exprimer dans une autre langue. Et justement, en tant que directeur de salle, tu as aussi une casquette d'employeur. Tu fais les entretiens et tu recrutes toi-même les membres de ton équipe. Est-ce que tu as des exigences ? Les exigences, c'est juste voir si les gens sont passionnés. Moi, ce que j'aime bien, c'est leur faire un essai. Ils viennent une journée avec nous, comme ça on voit un petit peu si le travail leur convient. Je les vois aussi. Après la journée, on fait l'entretien. Et tout de suite, sur le terrain, tu vois si ça passe ou pas. Il n'y a pas besoin de... Vous savez, tu vois les gens travailler, tout de suite, tu sais dans quel niveau tu peux les situer, parce que on ne cherche pas forcément des gens qui sont très très bons maintenant, mais qui ont un potentiel en fait. Hein, quelque chose qu'on puisse aller de l'avant avec eux, et on voit qu'ils vont évoluer, et de toute façon ils apprennent. Hein. Et on leur apprend à notre manière aussi, parce que des fois, tu vas embaucher quelqu'un qui a fait énormément de maisons, il a ses idées déjà très figées, et c'est difficile de le changer. Donc des fois, c'est plus facile à prendre des petits jeunes comme ça, et leur montrer un petit peu ce que tu veux, ce que tu attends. Et voilà, ils ne doivent pas travailler sur quelque chose qu'ils ont déjà, mais sur des choses que tu leur apprends. Donc c'est des fois plus simple. Hein. Certains pourraient faire attention justement au CV, au parcours de la personne. Et toi, justement, tu vas à l'encontre de ça. Tu préfères finalement regarder la personnalité de la personne que tu as en face de toi. Ouais, je ne vais pas à l'encontre. Voir si elle est passionnée. Je ne vais pas à l'encontre, mais il y a des gens qui ne... Moi, je n'ai pas fait des grandes écoles, par exemple. Et on m'a donné la chance de pouvoir entrer dans la gastronomie. Je suis un passionné, j'aime ça. Et je trouve que par le travail, par la passion, tu peux arriver à tous tes objectifs. Donc ce qu'il faut voir, c'est que si les gens, parce que là on a des écoles en Suisse par exemple, qui forment des managements. Et en France aussi on a beaucoup d'écoles, des très bonnes écoles, dans lesquelles tu as des gars qui ont gagné des concours, qui ont fait plein de choses, et finalement, à 30 ans, ils ne sont plus dans le métier. La plupart ne sont plus dans le métier. Donc ce qu'il faut trouver, c'est aussi des gars qui se projettent dans le métier, qui vont rester. Et ça, il faut les passionner aussi, il faut leur donner cette envie. Et c'est important de prendre des petits jeunes et leur montrer que ce n'est pas un métier qui est dénigrant, que c'est un métier qui a de l'avenir, c'est un métier où les clients, quand même, à ce niveau-là, ils voient quand même que tu fais des choses qui sont quand même importantes. Hein, c'est artistique, tu peux mettre ton empreinte dans le type de service que tu fais, les gens te reconnaissent. Je trouve que c'est un métier qui te donne beaucoup aussi. Il te prend parce que tu n'es pas souvent à la maison, mais c'est un métier dans lequel tu peux t'exprimer, mais à certains niveaux. Pas quand tu es commis ou chef de rang peut-être, mais après plus tard, tu commences à pouvoir amener ta personnalité, ta façon de faire. Ça prend du temps, mais ça vient. Hein. Donc oui, là, ce qui ressort, c'est vraiment la passion finalement. Il faut être animé par son métier au quotidien. Ah, il faut être passionné, parce que alors, si tu n'es pas passionné, tu restes pas longtemps, tu fais pas longtemps ce métier, parce que c'est quand même un métier qui est dur. Hein. On fait des heures, on ne compte pas nos heures, et on est là avec une clientèle qui est très sympa, mais des fois, tu as aussi des gens qui ne sont pas forcément évidents à gérer. Il faut pallier entre la clientèle, la cuisine et ton propre service, donc tu as beaucoup de paramètres. Mais il faut être motivé, il faut aimer ça, il faut faire ça par passion, parce que sinon tu ne vas pas jusqu'au bout.
Oui, si on veut parler juste de ton quotidien, il n'y a pas de journée type, c'est ce qui est intéressant aussi dans ton métier. Mais en tant que directeur, on pourrait se dire, tu encadres justement ton personnel, donc tu es dans le management. Finalement, tu te définis comme un opérationnel, quelqu'un qui est sur le terrain. Tu fais tes services midi et soir. Donc tu es là pour les briefings, le midi, le soir, tu es là… Oui, moi je suis tout le temps avec l'équipe. Je fais le travail avec eux, je fais les briefings, je prends les commandes, mais je ne donne pas que des ordres, j'essaie de donner l'exemple. C'est important aussi de le faire avec eux, parce que si on trouve aujourd'hui qu'il y a certaines tâches qui sont peut-être dénigrantes, c'est parce qu'on ne le fait pas avec eux. Mais du moment que tu les fais, tu montres que ces tâches-là ne sont pas aussi lourdes, de toute façon c'est nécessaire, il faut tout faire. Que ce soit nettoyage, débarrasser une table, servir, mais il faut leur montrer que ce n'est pas quelque chose de dénigrant. Si tu le fais, eux ils vont trouver que la tâche est un peu plus noble. Moi j'aime bien le terrain, donc j'ai jamais quitté le terrain et ça me tient à cœur de faire les services. Depuis que je suis là en 23 ans, j'ai loupé très peu de services. Si je les ai loupés, des fois ça a été un mariage ou quelque chose comme ça, mais en 23 ans, si j'ai loupé 10 services, c'est grand maximum. Et justement, tu dis que tu as loupé très peu de services. C'est pas une question de confiance, le fait que tu n'aies pas confiance en ton équipe, c'est vraiment parce que tu es passionné, que tu as envie justement d'assister à chaque service. Oui, et moi j'aime bien que les choses elles aillent un petit peu comme je les veux, quoi. Alors c'est pas que je fais pas confiance, mais j'aime bien être là et s'il y a un problème, je suis là pour le résoudre. Et des fois, les problèmes peuvent arriver même quand je suis là. Ça c'est pas. Mais j'aime bien m'occuper des gens. J'aime bien faire le service, quoi. Et donc tu fais le service, mais tu délègues aussi, tu sais déléguer. Mais il faut déléguer, hein. Il faut déléguer parce que tu ne peux pas tout faire tout seul. Quand tu as 40 couverts ou 50 couverts, tu peux pas avoir tout le monde en même temps. Il y a des choses des découpages par exemple, ça va sortir 3 tables en même temps, tu ne peux pas les faire les 3. Donc à un moment donné, tu es obligé de dosifier et donner un petit peu de certaines tâches à tes collègues, quoi. Moi j'ai un assistant, s'il y a une découpe que je ne peux pas faire, il va la faire. S'il y a une commande que je ne peux pas prendre parce que je suis pris avec une table, c'est lui qui va la prendre. Donc tu es obligé quand même d'avoir quelqu'un qui te soutient derrière et qui puisse prendre ta place si tu n'es pas là. S'il m'arrive quelque chose, il faut quand même qu'il y ait une suite. On ne peut pas s'arrêter comme ça. Donc c'est important de former, que les gens ils sachent tout faire. Comme ça, s'il y a quelqu'un celui qui fait les charrues de fromage, si un jour il n'est pas là, il y a quelqu'un qui peut prendre facilement la suite sans problème. Hein, c'est parce que sinon tu vas créer des indispensables et c'est pas ce qu'on veut. Il faut que le personnel il sache tout faire et ça c'est important. Donc déléguer et aussi savoir former, ça fait partie aussi des qualités d'un bon directeur de salle. Mais dans notre métier, on délègue, je pense qu'on forme tout le temps. Parce que quand tu es commis… C'est une forme de transmission. Oui, mais on transmet tout le temps. Depuis que tu es jeune, tu transmets. Parce que quand tu es commis et tu es un apprenti, tu es en train de lui passer ton savoir-faire à l'apprenti. Donc déjà, quand tu es chef de rang, tu apprends au commis à faire le travail de chef de rang. Quand tu es maître d'hôtel, tu apprends déjà au chef de rang. On est toujours dans la transmission dans ce métier, pas que quand tu es maître d'hôtel. À différents échelons, c'est ça qui est important, c'est bien de le souligner. Tout le temps, depuis le début, tu es en train de transmettre. Moi, j'ai travaillé 5 ans à Londres. Ces 5 ans-là, tu avais tous les 6 mois, tu avais un nouveau qui arrivait, tu étais obligé de le former. Parce que si tu veux travailler en complicité, en binôme ou en équipe, il faut former. Autrement, tu fais le travail tout seul. Et tout seul, tu fais pas un travail de qualité. Donc, pour avoir des résultats, il faut donner de soi aussi. Et ça, tout le monde le fait, je pense. Hein, depuis que tu commences, tu as toujours ceux qui sont derrière, tu les épaules, tu les amènes sous ton aile et tu les amènes dans le métier gentiment. Après, il y en a qui savent le faire mieux que d'autres. C'est pas donné à tout le monde de savoir enseigner, mais c'est important. Je crois que c'est important de le faire depuis le début, quoi. Et justement, dans ton travail, il y a quelque chose que tu fais beaucoup, enfin toi que tu mets beaucoup en valeur, ce sont les découpes. Tu as d'ailleurs sorti un livre sur les découpes et les flambages dans une salle de restaurant, ce qui fait partie de ton savoir-faire. Ça a toujours été inné justement de réaliser un travail au guéridon? Oui, d'ailleurs j'ai toujours choisi les endroits où j'ai travaillé en fonction de ce qui se faisait en salle. Parce que moi j'aimais bien ça, j'aimais bien ce côté artistique où on pouvait amener une petite touche personnelle. Et j'ai toujours choisi les restaurants en fonction de ça. À l'époque, il y avait beaucoup plus de choix qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des restaurants, ils te sortent tout à l'assiette, quoi. Donc c'est quand même c'est joli parce qu'ils font des belles assiettes et tout ça. Tu peux expliquer les plats, t'exprimer sur les produits. Mais moi, j'aime bien aller un petit peu plus loin et faire des finitions devant le client. J'ai toujours aimé ça. Et ici, on a toujours perpétué ce savoir-faire. Et maintenant, on essaye aussi de le donner aux autres. Hein. On a fait un livre pour expliquer différentes techniques. Parce qu'il n'y en a pas qu'une pour chaque chose, il y en a plusieurs. Et on fait aussi des vidéos dans lesquelles on met en avant cette façon de faire, ce travail de salle qui est important de le montrer, mais
pas qu'aux gens de la salle, parce que nous, on est des convaincus. Tous les serveurs, maîtres d'hôtel, ils veulent faire du travail de salle. Donc, ce qui est important, c'est que les cuisiniers, les chefs, ils voient le travail qu'on peut faire et qu'on peut arriver à donner à un client qui est aussi proche que ce que fait un pâtissier ou un cuisinier. Dans la finition, dans le dressage et tout ça, on peut vraiment faire des belles choses. Seulement, il faut qu'on ait de l'entraînement, il faut qu'on le fasse de manière régulière, quoi. Tu ne peux pas prétendre de faire un poulet une fois par an et d'avoir la vitesse et la dextérité, c'est pas possible. Donc il faut le faire régulièrement. Et il faut trouver un compromis entre le cuisinier et la salle, de nous faire des choses qu'on puisse les faire devant le client, parce que les gens, ils aiment bien. Ils aiment bien avoir du spectacle. Tu vois, tu vas au restaurant comme tu vas au théâtre, tu as envie qu'il y ait quelque chose qui se passe, tu as envie que ça bouge, que ça soit vivant. Et ça, c'est important. Je trouve que la découpe, les flambages, ça fait partie du décor de la salle, ça fait vivre une salle, hein. Du boulot que ça représente de faire une vidéo. Parce que déjà, il faut trouver des dates, il faut la marchandise, il faut quand même, il faut les faire. Des fois, il y a des choses qu'on loupe, donc il faut les refaire. Tu vois, on essaie de faire des choses qui sont bien. D'annuler les montages, ça lui prend énormément de temps. Et tout ça, nous, on partage gratuitement. Donc les gens ne se rendent pas compte. Ils pensent que peut-être on se fait un bénéfice là-dessus, mais il n'y a rien du tout, hein. On fait vraiment ça pour le plaisir, quoi. Cette question, il faut la recommencer. Ah ouais? Parce que celui-là, il s'est arrêté au bout d'un moment. Ah ouais? Parce qu'il fait 30 minutes. Mais là, ça fait trop long. Ouais, mais après tu coupes, tu mets ton Je suis tout habitué, du coup. Ouais. Alors, reprenez cette question-là. Il est chiant, il veut pas bosser. Celle des vidéos, là? Quoi? Celle des vidéos? Non, la dernière question, là. Ouais. C'était laquelle? Quelle est la question? Mais de toute façon, les salaires, du coup, on va la couper. Non, les salaires, on s'en bat les couilles. oui, les salaires, faut pas les mettre. Non, non. Putain, ça, c'est son côté français, ça. Ah bah, ça va le pognon. Bah non, parce que... Mais non, mais je me suis dit, pour les jeunes, oui, je sais pas pourquoi j'ai dévié là-dessus. Non, mais c'est pas grave. Tiens pas l'eau. On parlait beaucoup de savoir-faire, ce que tu fais au quotidien. Et t'arrêtes de moucher, toi? Non, mais recommence la question, hein, c'est pourri, là. Mais c'est quoi la question? Et lui, il va caquer, en fait. Oh, putain. Je te dis pas la caisse qu'il va lâcher. Bon, allez. Je supprime ça, non? Ouais, non, mais tu veux la question sur les vidéos, hein? Ouais, recommence la question sur les vidéos. C'est quoi la question sur les vidéos? Moi, j'ai des billets là-dessus, mais Je sais pas pourquoi j'ai voulu là. Ah, parce que ça coûte cher. Ah non, mais après j'ai parlé de... Non, parce qu'après j'ai dévié sur toi, mais elle ne m'avait pas posé de question sur toi, c'est moi qui ai dévié là-dessus. Mais sur un truc, mais c'est pas grave. Donc là, on faisait référence au savoir-faire à travers les techniques et les flambages, mais le métier de directeur de salle n'est pas justement... ne propose pas uniquement que c'est... Allez. On parlait beaucoup de technique et de flambage, ce qui représente le savoir-faire d'un maître d'hôtel, d'un directeur de salle. Il y a aussi une grosse part de savoir-être, qui est finalement un art éphémère. C'est pas facile de pouvoir en parler, mais c'est ce que tu vis au quotidien, tout ce qui est psychologie clientèle, pouvoir bien capter les bons moments à une table. Oui, alors, maître d'hôtel, c'est gérer un petit peu le tout, hein. C'est embaucher ton personnel, mais aussi créer les équipes, savoir déléguer le travail, partager bien les tâches, être équitable avec tout le monde, en parlant que de l'équipe. Mais après, il y a les clients par-dessus tout ça. Donc, il faut savoir s'adapter à chaque clientèle, chaque type de clientèle, parce qu'il y a un petit peu de tout ici, il y a tout type de culture à Genève. Donc, c'est un travail. C'est facile, c'est pas compliqué, parce que quand tu le fais quotidiennement, c'est pas compliqué. Quand tu es gentil, tu as un fond gentil, et que tu aimes les gens, ça vient tout seul. Il n'y a pas des gros efforts à faire. Quand tu es un peu timide, ça c'est un peu plus compliqué, parce que là, tu dois travailler sur toi pour aller vers les gens, et voilà, et essayer de les comprendre, d'aller dans leur sens. Donc tout ça, c'est le travail du maître d'hôtel aussi. Mais je ne pense pas que c'est quelque chose de complexe à faire. Parce que quand tu arrives au poste de maître d'hôtel, c'est parce que tu as déjà cette qualité-là, tu as déjà ces gènes en toi. Sinon, tu n'y arrives pas, hein, tu restes dans des postes intermédiaires. Est-ce que tu dirais qu'il y a une part de psychologie, justement, dans ton métier? Ah, il faut en avoir. Hein. Et pour les clients, parce que les clients, il ne faut pas les braquer, il faut toujours essayer de... Voilà, parce que des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais il faut savoir de tourner... Si tu as une table et chacun veut un menu différent, une table de 6,
C'est la folie, si à toutes les tables tu fais ça, les plats ils sortent pas. Donc tu vois, on essaye de faire en sorte de les aiguiller tous sur le même menu. Après, s'il faut changer 2 ou 3 petits plats, c'est pas un souci. Mais après, il y a des gens qui arrivent déjà, ils sont de mauvaises. Donc il faut essayer d'être... Et après, ça passe. Ou d'autres, tu peux les mettre de mauvaises parce que tu n'as pas eu l'attitude qu'il fallait pour prendre la commande ou pour t'occuper d'eux, tout simplement. Tu n'étais pas dans l'attente. Donc il faut bien anticiper cette demande du client. Tu vois, il faut toujours être... Il faut avoir cette psychologie de voir quelle est l'attente. Parce qu'à chaque table, c'est différent. À chaque table, on dit qu'on fait 2 services par jour, mais on ne fait pas que 2 services par jour. C'est qu'à chaque table, tu as un service qui est un peu différent. Il y a des attentes qui sont différentes. Il y a une table qui va manger très vite, qui veut que le service aille vite. Il y en a d'autres qui prennent le temps, qui sont là pour passer la journée. Donc, tu dois t'adapter à tous les types de vitesse aussi. Et avec l'équipe, pareil. L'équipe, une fois qu'ils sont en service, il y a des choses que tu peux dire et d'autres que tu ne peux pas dire. Parce que si tu leur dis, tu vas les sortir du service. Un serveur qui est, par exemple, peut-être trop long, qui ne suit pas bien les tables, mais qui est très sympa avec les clients, tu vois, si tu commences à lui faire des allusions là-dessus, à un moment donné, il va se fermer, et après il ne va plus parler avec les gens, et pour finir, c'est le client qui va payer tout ça. Donc il faut faire très attention, il y a des briefings pour éclaircir tout ce genre de choses, et ponctuellement, tu vas leur dire pendant le service, il y a quelque chose vraiment qui ne va pas, il faut dire, mais il y a des choses qu'il faut le dire plus tard. Je pense qu'une fois que la pression est retombée, que les clients ne sont plus là, c'est plus facile à déjà accepter de la part du serveur, et plus facile à dire aussi une fois que l'énervement est tombé, parce que des fois, si sur le tas, tu peux être un petit peu trop direct. On est un peu trop direct, et des fois, tu es maladroit même. Hein. Donc ça s'apprend ça avec le temps. Et donc, c'est une bonne psychologie vis-à-vis de la clientèle, mais aussi de sa brigade. Oui, de sa brigade, et parce que les clients, si tu engueules un gars devant les clients, déjà ça se fait pas, ils comprennent pas, et finalement le vilain c'est toi. Hein. C'est pas le serveur qui peut-être s'est trompé sur quelque chose, donc il faut avoir beaucoup de tact. En ça, tu peux pas faire comme si abstraction des clients. Ils sont là, il faut tenir compte de ça et de la personnalité de chaque employé, parce qu'ils sont tous différents. Il y a des gens, tu vas leur dire une chose, tu sais qu'ils vont la faire. Il y en a d'autres, tu leur dis 3 fois, ils la font pas. Donc après, il faut savoir comment tu gères tout ce. À chaque fois en fonction des personnes que tu as en face de toi. Ouais, ça, il faut s'adapter. Bon, après, il faut qu'ils s'adaptent à toi aussi, parce que tu vas pas non plus faire que t'adapter. Mais il faut que tu les amènes gentiment sur ton terrain. Et des fois, ça prend du temps. Il y en a, ça va très vite. Il y en a d'autres, il faut du temps, quoi. Mais à la finalité, c'est que le client, dans la globalité, il ne voit pas tout ça et qu'il passe un bon moment, malgré les petits détails que toi tu vois et que le client n'a peut-être pas vu. Donc s'il y a un détail que le client n'a pas vu, tu vas pas encore le faire remarquer pour que finalement il le voie, quoi. Ça ne sert à rien. Donc tu attends et tu le dis après. Parce que tu vois, le service est fait de plein de petits détails. Un service, ce n'est pas un truc ou un autre, c'est plein de détails mis ensemble qui font un bon service. Et des fois, on en manque à quelques-uns de ces détails. Mais nous, on le sait parce qu'on a l'habitude, tu vois, il y a des critères, on sait que voilà, on sert comme ça, on fait ci, on fait ça, mais le client ne le sait pas. Donc ça ne sert à rien de faire venir, tu vois, de remonter la faute jusqu'au client et que finalement, voilà, lui, si tu dis rien, il s'est aperçu de rien, il a passé un bon moment et c'est tout. Bah oui, je pense qu'un repas, c'est un moment de convivialité, c'est un bon moment, en dehors du repas qui doit être parfait. Mais c'est aussi tu vois, il y a des clients qui aiment bien papoter avec les serveurs et qui t'accaparent. Et des fois, ils t'accaparent tellement que tu peux même sortir du temps service, tu perds le fil, parce que si tu as cette table à t'occuper, une table qui t'accapare comme ça, donc il faut avoir cette psychologie pour savoir sortir de ça aussi, de ce petit piège. Hein. Et ça, des fois, je leur fais remarquer, parce que sinon, ils s'occupent d'une seule table et les autres, chiche, quoi, ils n'ont pas de service. Alors, il faut bien les réaiguiller là-dessus. Mais c'est important de bien doser à chaque table, parce que tu ne peux pas arriver, ou moi, ou un serveur, et passer toute la soirée ou tout l'après-midi à une table, et ne pas donner cette conversation aux autres tables. Il faut la doser aussi. Et ça, des fois, ils ne le comprennent pas, parce qu'il y a des gens qui sont très sympas. Mais les autres tables peuvent être sympas aussi, seulement il faut aller les chercher, il faut chercher les gens. Il faut leur parler. Tu veux dire ne pas faire de différence entre telle ou telle table, non. Savoir bien doser le temps. Ça, c'est important. Ah oui, ça c'est important. Et un chef, par exemple, qui fait le tour de table, il faut qu'il dose plus ou moins le même temps de discussion à chaque table. Tu ne veux pas passer 1 heure à une table et juste bonsoir, mesdames, messieurs, ça s'est bien passé, et partir. Parce que là, ils ne comprennent pas. Les gens, ils sont là, ils voient que tu as parlé pendant 2 heures à une table et toi, tu viens, c'est juste bonjour. Tu vois, donc ça, il faut bien négocier ça. De la part du maître d'hôtel, moi j'essaye d'aller vers tout le monde parce qu'il y a des gens que je connais très bien, je pourrais passer tout l'après-midi avec eux ou toute la soirée, et d'autres que je ne connais pas et ne pas y aller du tout. Mais ça, c'est le genre de choses qu'il faut éviter.
Parce qu'il faut vraiment être un petit peu partout pour que les gens ils se rendent compte que tout le monde est important, quoi. Ouais. Ça, c'est hyper important. Est-ce que tu dirais que la clientèle a plus d'exigences aujourd'hui par rapport à tes débuts? Je pense qu'ils ont Aujourd'hui, la différence qu'il y a, c'est que les gens ils voyagent beaucoup, ils vont dans beaucoup de maisons. Il y a beaucoup de 3 étoiles, de 2 étoiles. Il y a beaucoup de très bonnes maisons. Auparavant, il y avait peut-être quelques grandes maisons, mais c'est pas. Et les voyages étaient plus compliqués à faire. Donc aujourd'hui, à midi, on a quelqu'un qui vient du Japon. Il a mangé dans un 3 étoiles là-bas. À midi, il est chez nous. Et demain, il est chez un autre concurrent, quoi. Alors oui, les gens, ils ont un savoir qu'ils n'avaient peut-être pas avant. Et ils n'ont pas forcément l'habit qui va dire ouais, lui c'est quelqu'un qui vient des super restaurants. Non, ils sont habillés normal, quoi, hein. Un jean très décontracté. Donc, mais ils ne sont pas forcément plus exigeants, ils sont plus connaisseurs. Donc voilà, s'ils sont contents, ils ne disent rien. Par contre, s'ils n'en ont pas pour leur sous, ils te le font savoir, ça c'est sûr, hein. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire non à un client? Oui, ça arrive des fois, mais dire non comme ça sec, non, parce que voilà, par exemple, on parlait des menus différents pour chaque table, on essaye de les aiguiller d'une façon ou d'une autre vers des menus voilà, pour l'ensemble de la table. Après, c'est clair que tu peux pas imposer que tout le monde prenne le menu, parce que des fois, il y a des gens qui y a un végétarien là-dedans, donc tu t'adaptes, mais tu essaies de les amener, de les aiguiller de manière que, sans dire non, forcément, mais après, c'est clair qu'il y a des choses qu'on peut pas faire. Hein, on ne peut pas faire, mais il faut essayer de les dire de façon très polie. Mais toujours dans le but de que le service à leur table il soit le plus confortable possible. Parce que finalement, des fois, on te demande des choses qui ne vont pas dans le sens du service ou de la cuisine. C'est-à-dire qu'ils vont attendre 1 heure parce qu'ils ont pris un tas de trucs, chacun est différent des autres. Et ça pénalise le service, ça pénalise qu'ils vont attendre peut-être trop longtemps pour avoir les plats. Donc c'est dans le but de que ça soit beaucoup plus homogène dans le service, plus fluide. On dit souvent le client est roi. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Le client est roi, il est roi, est respectueux, et tant qu'il est respectueux, il est respecté, quoi, tout simplement. C'est clair que le client il paye, il veut un service, et c'est normal, hein, c'est normal. Après, le client est roi, mais il faut que ça reste dans un certain... Ouais, dans le respect des choses, il est roi. Du moment qu'il n'est pas respectueux, il est roi, ça c'est sûr. Ouais. C'est bon là? Non. Tu veux qu'on parle... de quoi on pourrait parler d'autres... La vidéo elle est censée faire 17 minutes. Hein, oui, mais après tu choisiras les trucs les plus intéressants. Ne parlez pas, ça sert à rien de rajouter tout ça. Ouais. Parce que là j'ai réussi à dire tout ce que je voulais. Un grand truc? Des relations chef-cuisine, savoir-être, technique, vidéo. Les vidéos, on ne les a pas faites à la fin, parce qu'on a coupé ça. Non, mais là, c'était en rapport avec la thune. Non, ouais, mais on peut la faire si en rapport à la thune. Là, c'était juste pour, voilà, peut-être parler des avantages et inconvénients du métier, parce qu'on parlait des horaires difficiles, peut-être axé par rapport à ta vie. Enfin, tu disais bien mixé avec sa vie privée. On peut peut-être parler de ça, non? Il reste combien? Je regarde si il reste la pellicule. Il reste 10 minutes. 10 minutes, on parle de ça et des vidéos. Oui. Casse-couille. Tu disais au début de l'interview que le travail était prenant. Tu es là tu travailles à Châteauvieux 15 heures par jour. Et qu'en est-il justement, si je peux me permettre, de ta vie privée? Ma vie privée, on fait comme on peut, hein, ma foi. Ma femme, je l'ai connue, j'étais déjà dans ce métier. Elle est issue de l'hôtellerie aussi. Donc elle comprend un petit peu mes horaires, elle comprend ma passion aussi. Parce qu'en dehors de ça, je fais pas mal de petites choses aussi maintenant. Mais c'est vrai que c'est pas un métier qui est facile. Pour la vie privée, c'est pas évident, quoi. On a des horaires avec les coupures, on n'est pas souvent à la maison. Moi maintenant j'ai une fille, moi, je la vois le week-end seulement. Pour ça, c'est un métier qui est pas facile. C'est un métier qui te donne beaucoup, mais qui te prend beaucoup aussi. Donc ça, quand tu rentres dans cette profession, il faut savoir qu'il y aura des contraintes. Peut-être que dans un jour, on aura 2 équipes, une qui fera le midi, une le soir, mais aujourd'hui, dans la gastronomie, c'est pas possible, quoi, parce que les prix des menus, même s'ils sont chers, ne sont pas assez chers pour pouvoir payer 2 équipes.
Donc ça serait quelque chose que dans le futur, je pense que si on veut faire venir les gens dans ce métier, il faudrait trouver une solution. Parce que c'est vrai que les jeunes, ils ne veulent plus travailler toute la journée. Et je les comprends en partie. Moi, j'ai fait ça toute ma vie, midi et soir. Je ne me suis pas posé la question. Mais maintenant que j'ai une gamine, des fois, je me dis, Dieu, je la vois jamais, quoi. C'est pesant, des fois, ça peut être pesant. Alors, et c'est clair, quand tu es deux, il y en a un qui doit quitter le métier pour pouvoir s'occuper de son enfant, parce que sinon, tu n'y arrives pas, quoi. Justement, quand on parle du métier, on fait souvent référence à ce que tu disais aux horaires contraignants, le travail les jours fériés ou les week-ends, d'être un peu en décalage justement avec une vie normale des personnes qu'on côtoie à côté. Mais ce serait peut-être trop réducteur de figer le métier à cela. Je suppose qu'il y a d'autres avantages pour les métiers de la salle. Oui, l'avantage c'est que on côtoie quand même des gens qui sont d'un niveau exceptionnel, des gens très sympas, qui t'apportent beaucoup, qui t'apprennent des choses. On est dans des métiers de bouche où on travaille des produits exceptionnels aussi. On est dans des cuisines qui font des plats très artistiques, donc on a le plaisir de servir, on a la fierté de servir ce genre de produits, ce genre de plats apprêtés d'une telle manière. Ça, c'est quelque chose qui te booste aussi, et que quand tu sais que derrière, tu as des super plats, tu veux dire, tu es fier quand même de les apporter, de les présenter aux clients, tu sais qu'ils vont avoir du plaisir. Donc tout ça, ça te booste et ça te motive à aller de l'avant. Hein, il y a la clientèle qui est là, qui nous reconnaît, qui nous parle comme si on faisait partie d'un membre de leur famille. C'est quand même très... Et nous, on ne s'en rend pas compte parce que quand tu es là-dedans, tu ne t'en rends pas compte. C'est plus dur pour la famille qui est à la maison que pour nous, parce que nous, on a notre travail, on aime ça. Donc finalement, les journées se passent et moi, les 15 heures, je ne les vois pas passer parce que j'aime ce que je fais. Donc je ne compte pas les heures. Mais c'est vrai, si tu fais ça, tu n'as pas la passion du métier, tu trouves le temps long, quoi. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, que tu le fais juste pour gagner ta vie, mais tu peux trouver le temps vraiment très long et dur, quoi. Donc c'est avant tout un métier de passion qui comporte aussi de différents avantages comme tu pouvais les citer. Mais toi tu travailles dans un type de restauration dite gastronomique, l'univers étoilé. Ça aussi c'est la haute sphère gastronomique, mais qui comporte des avantages justement de côtoyer une clientèle que tu ne pourrais pas forcément approcher peut-être en temps normal. Oui, et après tu as la reconnaissance aussi à travers ces grandes maisons, la reconnaissance du métier que tu n'as pas forcément dans une brasserie, on va te regarder comme si c'était un petit serveur. Alors quand tu es dans le gastro, tu fais un travail avec, tu bénéficies aussi de la lumière du chef, hein, de l'aura du chef, de la reconnaissance de la maison. Donc à quelque part, partout où tu vas, on te reconnaît comme quelqu'un qui a un vrai métier. Mais le vrai métier, il est partout. Dans les brasseries, c'est une autre façon de travailler, mais c'est très noble aussi. Il n'y a pas de sous-métier. Il y a des différents métiers dans la même profession. On a les brasseries, on a celui qui fait de l'événementiel, on a les gastros, il y a un tas de choses. Mais dans chaque métier, on peut faire un bon travail et un mauvais travail. C'est une question de volonté et d'aimer ce qu'on fait, tout simplement. Merci Stéphane, en tout cas de m'avoir accueilli au domaine de Châteaubriand et pour tous ces échanges. Et merci Hélène pour m'avoir interviewé. Et qu'est-ce que je voulais dire? On parle des vidéos ou pas? Quelle fin de merde en fait que t'as fait? Non, mais ça, tu ne veux pas le mettre. Mais on parle des vidéos? Je sais pas, c'est comme vous voulez. Là, t'as raconté toute ta vie déjà. On en parle des vidéos là avec Daniel? Parce qu'on a parlé des vidéos. Oui, mais ça s'est pas enregistré ça. Ça n'a pas été enregistré? Parce que c'était un enchaînement en fait sur la cube. Ouais. Non, avant. T'es cupide. On a parlé avant des vidéos. Oui, mais on n'a pas parlé de. Un ami, j'ai dit ça. Oui, c'était juste que tu parlais que ça coûtait cher à donc, faire. On a tout? Parce qu'il y a des produits machin, on s'en bat les couilles, ça et ça. Ouais. Donc on a tout, on est bon. Hein? On a tout ce qu'il faut. Ouais, c'était enregistré les vidéos. Ah, ça c'est vous qui savez, hein. Putain, il y a 3 quarts à nettoyer quand même. Mais c'est pas grave, tu prends un. Il y a des trucs qui avaient vraiment besoin. Comme quoi? Je sais pas, peut-être 3 trucs, ça suffisait quoi en fait. 3 trucs? Là, il y a presque 1 heure de trucs. Oui, mais après tu t'enlèves, tu regarderas là. C'est pas bien? Il y a trop là. Au moins ça fait de la matière. Oui, mais. Bah non, parce que du coup j'ai voulu essayer d'aborder tous les sujets, tu vois, faire référence au domaine, ta relation avec le chef. Ce qu'il fait au quotidien, aller sur le savoir-être pour pas te figer avec ta casquette de tes coupes et des cuits tranchants quoi. Ouais, c'est un peu ça. Parler de la transmission, tu as parlé de ton équipe, des clients, les attentes, on a parlé un peu de tout quoi. C'est bien non?
Non, non, mais Gilles, on va pas parler de Gilles. Après, j'ai pas fait le lien avec le fait que tu vas beaucoup en France, voir d'autres professionnels, t'enrichir. Enfin, ça, je n'ai pas parlé, mais. Bon, je sais pas. Mais après, ça, je sais pas si c'est utile. En fait, ce qui t'a fait voyager, c'est pas ton boulot, hein, c'est les vidéos. Oui, oui, non mais. C'est pour ça que je voulais en parler un petit peu. C'est pour ça que je voulais en parler un petit peu des vidéos, quoi, parce que les vidéos sont. On a parlé un petit peu des vidéos comme on a commencé, mais on n'a pas parlé le but de. L'enchaînement. Ouais. Je sais pas, si tu veux qu'on parle un petit peu de. On a parlé des vidéos. Ben, alors, on parle un petit peu de tu me poses la question sur les choses, les démos, les machins, les trucs. Là, je parlais des vidéos et des choses comme ça. J'enchaîne avec ça. Ça enregistre là? Sur des vidéos, mais sur. Mais tu parles non, des représentations, de faire des. Tu me demandes. Ce que ça lui a amené derrière. Sa rencontre avec Gilles. Ou tu me dis non, mais non, mais tu dis voilà. Qu'est-ce que les vidéos t'ont apporté? Ouais, ou tu me dis maintenant vous faites des représentations, vous allez faire des démos, des machins, des trucs comme ça. Qu'est-ce que et je dirais que c'est suite aux vidéos, machin, un truc comme ça, non? On peut. Ouais. Oui. Non? Pas plus que 6 minutes. Allez. Non, mais ça allait vite. Au-delà de ton travail à Châteauvieux, le métier te laisse l'opportunité d'aller à l'extérieur. Tu fais beaucoup de représentations et de démonstrations dans les écoles ou dans différents événements et salons. Est-ce que c'est grâce justement aux vidéos que tu... Ah mais les vidéos, bien sûr, les vidéos nous m'ont fait connaître, à moi et Danielé aussi, en dehors de Châteauvieux. Parce que comme je disais avant, on faisait tout ça ici et les gens n'avaient pas connaissance de toute la technique qu'on utilisait dans le domaine. Moi, ce que j'aime bien, c'est de pouvoir aller dans des écoles ou faire des démonstrations pour que les gens voient un petit peu les techniques en temps réel, quoi. Qu'ils voient aussi que nous, ce qu'on fait, alors c'est bien, hein, les vidéos sont très bien, mais ce qu'on fait, c'est aussi, voilà, c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée des jeunes, c'est à la portée de... Et c'est ce qui fait rêver les gens aussi, là. Ces techniques-là, il faut les donner, il faut que les gens voient qu'on a aussi des fois des difficultés à les faire, qu'on n'est pas aussi parfait qu'on paraît. Des fois, il y a des canards qui se lèvent pas comme on l'aurait voulu. Et ça fait partie de l'humain. On n'est pas des machines. Il y a si eux ils font des erreurs, les petits jeunes, mais nous aussi on en fait. On en fait et ça arrive qu'on les fasse sur scène. Mais il ne faut pas avoir peur de ça parce qu'on peut toujours se rattraper. C'est ce qu'on fait dans le restaurant. Quand ça ne va pas comme on veut, tac, on bricole quelque chose et on le rattrape, la découpe. Donc tout ça, c'est important. Mais moi, je regrette qu'il n'y ait pas plus de monde qui monte sur la scène pour montrer des techniques, pour montrer des choses, pour donner cette dynamique. Nous, on a fait des vidéos avec Danielé, on en a fait quelques-unes maintenant. On a plus de 30 vidéos. Dans cette idée-là, c'était de montrer ces techniques-là. Parce que, voilà, grâce à ça, je pense que déjà, on m'appelle un petit peu partout, parce qu'avant, je n'étais pas du tout connu. On a commencé à les faire pour la clientèle ici, et finalement, ça a dépassé un peu les frontières. Et je remercie Danielé, parce que s'il n'avait pas été là, mais j'en serais pas là, parce que les montages sont importants. C'est un travail qui est énorme, les gens ne s'en rendent pas compte du travail qu'il y a derrière chaque vidéo. Donc, il y a la marchandise, il y a le temps qu'on passe à les faire. Il y a le temps de montage et tout ça on le fait de manière bénévole, c'est juste pour donner des techniques et donner des idées. Donc ça c'est important de le signaler et que celui qui est derrière la caméra, il est aussi important que celui qui est devant, quoi. Celui qui est devant, moi c'est vrai que je suis mis à l'honneur, mais même si on me voit plus les mains que le visage, parce que ce qui est important c'est les techniques, mais les montages que Daniel fait sont vraiment exceptionnels et moi c'est ce qui m'a plu à la première vidéo. Je dis tiens ça serait bien parce que c'est beaucoup plus explicite qu'un livre. Là, tu vois tout de A à Z, il n'y a pas de... C'est visuel et elles sont montées de manière très, très rigolote, sans se prendre trop au sérieux. Et ce que j'aime bien, c'est qu'avec Daniel, on fait pas mal de choses très sérieuses sans se prendre au sérieux. On s'amuse en même temps, c'est un amusement, mais qui prend du temps, c'est un travail de pro. Et voilà, j'espère qu'on continuera à faire ça encore quelques années. Et là, maintenant, on a décidé de mettre en avant d'autres maîtres d'hôtel. Donc on va aller à l'encontre de maîtres d'hôtel de certaines maisons et on mettra en avant la recette. En France et en Suisse. En France, en Suisse, en Italie, on va aller un petit peu partout, en Espagne aussi, en Angleterre, j'aimerais bien aller un petit peu partout parce que notre métier il est universel, il n'est pas que français ou suisse. C'est vos projets de pouvoir faire des 4 mains finalement. Oui, des 4 mains ou des 2 mains, de mettre des gens en avant, des gens qui sont peut-être pas forcément connus, mais qui ont un don, et pourquoi pas le montrer, quoi. Parce qu'il y a des gens qui savent très bien travailler et personne ne les connaît. Ils sont pas mofs, ils ont rien gagné, ils travaillent juste pour leurs clients, ils sont dévoués à leur clientèle et c'est tout. Tout aussi talentueux et
ils sont tout aussi talentueux que nous, ou plus, mais on ne les connaît pas. Donc j'aimerais bien les mettre en lumière, ces gens-là, qui travaillent dans l'ombre et qui méritent d'être connus. Et leur travail mérite d'être connu aussi et reconnu surtout. Parce que c'est dommage que des talents comme ça se perdent à jamais. Donc on va essayer de dénicher un petit peu ça. Et on va, avec Daniélé, faire un petit peu le tour d'Europe et peut-être même plus loin pour mettre en avant un petit peu les maîtres d'hôtel, notre profession. Parce que tout le monde se plaint qu'on a du mal à trouver du personnel qualifié, du personnel motivé. Mais il faut les motiver, il faut leur montrer qu'il y a aussi du... Et justement, à travers cette vidéo, est-ce que c'est un appel que tu pourrais lancer à la profession en leur disant osez, faites comme moi, montrez votre savoir-faire en vidéo? Est-ce que ça pourrait se propager? Tu en parlais, c'est ce que tu souhaiterais faire? Oui, mais moi je ne demanderai pas de faire comme moi, je fais comme vous. Faites comme vous faites d'habitude, c'est ce qu'il faut faire. Faut pas faire. Mettre en avant leur savoir-faire. Bien sûr, mais même aujourd'hui on peut filmer avec. Moi j'ai de la chance que j'ai quelqu'un qui fait des super vidéos, mais aujourd'hui on peut filmer avec un iPhone, avec n'importe quel appareil. Donc il faut faire ces petites vidéos et les mettre, les poster. Moi j'aime bien avoir des choses différentes à celles que je fais. Et à chaque fois que je vois, je like parce que l'effort est là. Même si des fois les choses ne sont pas forcément très bien faites dans certaines vidéos. Mais la personne, elle a eu le courage de le faire et de le montrer. Et c'est important mais même pour nous, quoi. Pour nous, parce que s'entraider comme ça nous donne des idées pour continuer à grandir. Parce qu'on n'a pas fini d'apprendre, on apprend tout le temps. Donc moi j'encourage les gens à faire mettre des vidéos, mais aussi à venir faire des masterclass, donner des cours, montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on fait chacun dans son restaurant. On fait des choses différentes, on a des cuisines différentes, donc on s'adapte à la carte qu'on a. Mais ça serait important que les gens ils aient le courage de monter sur scène et montrer ce qu'ils savent faire, quoi. Et s'ils ne savent pas faire quoi que ce soit, mais on apprend ensemble, quoi. On apprend ensemble. Parce que nous, on est là pour ça, on est là pour s'aider aussi. Dans la profession, il faut aussi se donner des coups de main pour dénicher une recette, pour apprendre à découper un poulet d'une façon ou d'une autre. Moi, je ne sais pas tout faire, donc quand j'ai fait mon bouquin, j'ai appris plein de choses d'autres maîtres d'hôtel, quoi. Donc on en apprend vraiment. Restons sur cet appel justement positif que tu lances à la profession en réalisant des techniques ou même d'autres savoir-faire en vidéo qui puissent rendre leur art visible. En tout cas, merci de m'avoir accueilli au domaine de Châteauvieux et pour tous ces échanges fort enrichissants. Merci Hélène, merci pour l'interview. Bonjour Esteban, on est... Bonjour Hélène. Bon, on est ici pour parler de ta vision du métier, de la profession, de la transmission aussi. Ça fait 22 ans que tu es directeur de restaurant au domaine de Châteauvieux, dont 18 en tant que directeur de salle. Justement, quelle était l'évolution pour toi dans cette maison? Moi, j'ai tout connu, j'ai connu de commis, j'ai commencé en tant que commis. Donc, j'ai fait une année de commis, et ensuite je suis passé chef de rang. Donc je crois que j'ai fait 2 années de chef de rang et 3 ans après on est passé avec Christophe Fay, qui était à l'époque mon collègue de travail, on est passé tous les 2 maîtres d'hôtel, donc on était responsable de la salle. Donc ça fait 23 ans que je suis dans la maison, donc j'ai connu un petit peu tous les paliers mais pas qu'ici parce que j'ai travaillé aussi ailleurs en tant que commis et chef de rang dans notre maison, mais j'ai recommencé commis ici parce que c'était la place qui se libérait à ce moment-là et moi ça m'intéressait parce que c'était une maison qui avait un travail de salle qui me plaisait, donc c'est pour ça que j'ai choisi d'intégrer la brigade et d'y rester, quoi. Tu es originaire d'Espagne et tu as fait un bref parcours aussi en Angleterre. Finalement, venir en Suisse, c'était une opportunité? Oui, alors en Angleterre j'ai fait 5 ans. J'ai fait 4 ans au Piccadilly, au Méridien, donc 4 années là-bas où j'étais chef de rang. Après, j'ai fait une année à Londres aussi, chez Nico. Et après, j'ai suivi ma femme parce qu'elle a été transférée ici à Genève. Donc moi, j'ai suivi. C'était pas dans mon idéal de venir sur Genève. Je connaissais pas du tout. Donc j'ai suivi. Je me suis dit, on va faire peut-être une année là-bas. C'est toi. Mais on va pas y arriver. Impossible. Ça posait. Ouais. Reprends. Donc t'es mieux? Faut ma gueule, là. Attends. Parce que t'as blasé, c'est pour ça. Hein? Attends, reprends ton esprit. Tu sais, maintenant ça va être dur parce que... Non mais je le savais très bien. Hold the line, please, hold the line.
Mais de toute façon, ça va couper, donc oui. Ouais. On reprend la question ou quoi? Faut reprendre depuis le début. Bah oui, elle est partie en fou rire. Ouais. Elle Mais je vais pas y arriver. Donc, enfin, on reprend au début. Mais sinon, on fait d'autres questions, on peut faire d'autres trucs et on verra si on peut pas lâcher avec le côté, non? Ouais. On n'est pas obligé parce que refaire la même chose, moi je le sens pas quoi. Bah oui, moi non plus. Ouais, moi non donc, plus, je me sens pas dans les mêmes réponses, dans les mêmes trucs, tu vois, je sens plus maintenant. Donc tu veux qu'on parle de quoi Et on peut parler du métier dans sa généralité, voilà, des choses qu'il faut faire, de ce qu'on voit, ce qu'on voit pas, toutes ces petites choses-là, en dehors de. Voilà, quelles sont les. Aller visiter les. Je sais pas, peut-être ce côté d'aller trouver des fournisseurs, que ce soit pour le fromage, pour d'autres produits, comment continuer à progresser dans le métier, une fois qu'on est maître d'hôtel, des choses comme ça, quoi. Je pense que ça, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut le voir maintenant, parce que. Non? Là, tu parlais pour la vidéo ou tu parlais pour rien dire? Non, je parle pour rien dire, je parle de quoi on peut parler. Parce que moi, je me sens pas de reparler de tout ce qu'on a dit maintenant. Bah oui, moi aussi, parce que là, du coup, je m'en mêle. C'est pour ça que j'ai un fou, parce qu'on est reparti, il était assez érudit, tu vois, c'est moins fun que ce matin, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais faut parler d'autre chose. On parle, voilà, des trucs. Ça fait combien de temps, depuis combien de temps, je peux te poser la question, mais que tu es dans le métier? C'est 22 ans à HLV, mais c'est quoi, 30 ans? Ça fait 30 ans que tu exerces? Ça fait plus. Écoute, moi j'ai commencé, j'avais 16 ans, quand j'ai commencé vraiment le métier, que j'ai quitté tout. Mais j'ai commencé déjà mes premiers pas, j'avais 8 ans, quand mes parents ont repris le premier restaurant. Donc depuis 8 ans, j'ai toujours été mêlé dans la restauration. J'ai toujours eu un pied dedans. Et après, de manière sérieuse, à partir de 16 ans. Donc aujourd'hui, je vais faire 50 ans. Donc ça fait un petit bout de temps maintenant. Et tu dis que tu as commencé le métier tout petit, finalement, dans le restaurant de tes parents. Ouais. À 8 ans, ça a toujours été une passion d'être en salle? Pas au début. Au début, c'était pas une passion. Au début, je le faisais parce qu'il fallait le faire. J'avais pas trop le choix. Et on était 6 frères, avant une sœur et 5 frères. Et chacun avait se partager un petit peu des tâches. Certains de mes frères aimaient la cuisine, donc ils faisaient ça. Moi, je préférais la salle. Et voilà, je le faisais de manière comme ça pour donner un coup de main, mais c'était pas quelque chose qui me plaisait. Au départ, surtout que c'est un métier quand même où pendant que toi tu travailles, tes copains s'amusent, quoi. Alors t'es jamais avec eux, tu vis toujours un petit peu à côté de tout ce qui se passe. T'es là t'es dévoué à ton travail, à ta maison, à ton restaurant, donc tu fais que ça. La passion est venue plus tard, une fois que j'ai commencé à prendre du plaisir à faire des choses. Mais au départ, c'était plus un sacrifice que... Malgré tout, tu as eu le déclic justement pour rentrer dans les métiers de service. Quel a été ce déclic justement pour suivre une formation? C'était que j'avais déjà une bonne connaissance du métier, donc pour moi c'était plus facile de choisir ce métier-là que d'en faire un autre. Et je commençais vraiment, à 15 ans, 16 ans, je commençais vraiment à prendre du plaisir. Et on voyait qu'on gagnait pas mal d'argent avec des tips, des choses comme ça. Je me dis tiens, c'est une manière de gagner de l'argent facile aussi. Parce que quand tu es jeune, tu rentres dans la restauration, tu as ton salaire, mais tu as à côté aussi les pourboires, donc ça faisait une compensation. Et bon, tu comptes pas à l'avenir. Quand tu choisis de rentrer dans cette profession, tu as 16-17 ans, et tu regardes pas que dans le futur, tu vas être peut-être marié, tu auras des enfants, tu penses pas à la vie famille, tu penses à ta carrière. Et moi, c'est ce que j'ai fait au départ. Donc je suis rentré, je le fais toujours, hein, mais c'est comme ça que je suis rentré dans ce monde-là. Et tu dis un métier, justement, donc c'était un plaisir à tes débuts, mais malgré tout un métier auquel il faut se former et un métier qui s'apprend, justement. Un métier dans lequel on finit jamais d'apprendre, en fait, hein, finalement, parce qu'il y a toujours des nouvelles choses, des nouveaux produits qui arrivent. Dans la haute gastronomie, on est toujours à la recherche des nouveaux plats, des nouveaux produits, des nouvelles choses, parce qu'il faut épater les clients, il faut toujours se renouveler. Donc on finit jamais d'apprendre, il y a tellement de choses. Dans les cigares, dans les alcools, dans le vin, dans les produits tout simple, dans l'histoire aussi de la cuisine. Donc on est toujours en perpétuelle recherche de renouvellement et de recherche des choses anciennes aussi. Parce que là, ça fait avec du recul plus de 30 ans que tu es dans le métier. Tu apprends justement quotidiennement auprès de tes équipes, auprès des clients. Mais tu apprends sans cesse, ça c'est une force, c'est une richesse dans le métier. Parce que moi je suis très observateur, donc j'essaie de me nourrir de tout ce qui se passe, que ce soit des clients qui m'apprennent des choses, parce qu'il y a des clients qui connaissent très bien des produits, qui travaillent des produits, qu'ils aiment, qu'ils adorent certains produits, donc ils le connaissent très bien. Donc toi tu leur apprends des choses, mais eux ils t'en apprennent d'autres. Il y a toujours un échange avec la clientèle, mais aussi avec le personnel aussi. Parce que le personnel, des fois, il y a des gens qui
qui ont un œil extérieur, quand ils viennent d'autres maisons, ils ont des idées un peu différentes à celles que toi, tu as l'habitude de faire. Et des fois, il y a des choses qui te facilitent la vie dans le travail. Et toi, tu n'y as pas pensé. Donc eux, ils t'amènent ce petit déclic des fois. Et tu vois, même si tu es le directeur de salle, si c'est quelque chose qui est dans le bénéfice du service, il faut le mettre en pratique. Il ne faut pas se priver d'apprendre, même des petits jeunes, quoi. Je pense que c'est important de toujours continuer à progresser. Et ce que nous on fait à travers les vidéos peut-être, à travers le livre, à travers les stages qu'on fait, on apprend toujours parce qu'il y a toujours une sorte d'échange. Quand tu reçois des gens pour apprendre à découper par exemple, ben, ils vont t'expliquer qu'ils le feront comme ci, comme ça, et toi tu leur montres ta manière de le faire. Et quand tu vas dans des endroits aussi, dans d'autres pays, ils ont une autre façon de faire les choses, donc ça t'apporte toujours quelque chose. Moi je me suis toujours enrichi de tous les petits stages que j'ai fait partout. Et de te rencontres au quotidien avec les collaborateurs. Dans ta brigade, c'est plusieurs nationalités. Il n'y a pas uniquement des Suisses. Tu t'attaches à justement embaucher plusieurs nationalités. Alors, nous, on a un petit peu de tout. Hein. On a beaucoup de Français, parce que bon, la restauration, en salle, souvent, on a une équipe française, mais qui vient la compléter par des stagiaires qui viennent de l'école hôtelière Ritz. Et dans cette école, il y a des gens, des internationaux de partout. On a une fille qui vient du Panama. En ce moment, on a une fille qui vient d'Indonésie. On a eu des Russes, des Chinois, des Japonais. On a eu un petit peu de tout. Et je trouve que c'est très enrichissant parce qu'ils nous apportent des petites choses, une culture qu'on ne connaît pas, des produits qu'on ne connaît pas. Ils nous en parlent avec vraiment connaissance de cause parce que c'est leurs produits de chez eux. Donc ils nous apprennent à le déguster, à le comprendre. Et moi je trouve que pour nous c'est enrichissant et de plus ça nous force un petit peu à parler en anglais parce qu'autrement on est francophone dans la brigade. Donc il y a une partie du travail qui se fait maintenant en anglais, je trouve que c'est très bien, parce que quand même on a une clientèle aussi qui est étrangère. Internationale, on a un grand pourcentage de gens qui viennent de partout, et on communique en anglais, donc ça permet de garder le contact avec l'anglais, quoi. C'est important aujourd'hui. Oui, parce que justement la Suisse est un pays qui est proche de la France, mais aussi de l'Allemagne, ce qui implique de parler plusieurs langues. C'est aussi un critère auprès de tes collaborateurs d'être bilingue, voire trilingue. Oui, alors plus tu parles de langue, mieux c'est, hein. Ça c'est clair. Hein. Après moi je parle pas allemand, je parle pas italien, je comprends un petit peu l'italien, mais je ne le parle pas. Mais on communique en anglais avec tous les gens qui ne sont pas francophones, on essaie de communiquer en anglais. Mais c'est clair que quand les gens ils voient que tu fais l'effort de parler italien ou allemand, bah, ils apprécient ça. Moi malheureusement j'ai pas le temps d'apprendre, je parle 3 langues déjà, c'est pas évident de les entretenir. Mais j'aimerais bien avoir le temps d'apprendre l'italien, l'allemand, c'est important parce que connaître la culture à travers la langue. C'est une force déjà d'être, ce que tu dis que tu es trilingue, français, espagnol et anglais, c'est une force dans le métier de pouvoir parler mais aujourd'hui c'est presque une obligation. Hein. Aujourd'hui parler 3 langues, c'est pas exceptionnel. Il y a plein de gens ici en Suisse qui parlent 3 langues couramment ou 4 langues. Hein. Donc aujourd'hui c'est presque un devoir de parler 2 ou 3 langues. En tout cas, le français et l'anglais, quoi. Ce sont les 2 langues qui prioritaires. Après, comme je dis, si tu travailles en Norvège ou tu travailles il faut parler la langue locale plus l'anglais au moins. C'est important. Justement, tu parlais de ton métier et des richesses des rencontres, que ce soit auprès des clients ou de tes collaborateurs. Donc ça, c'est interne à l'établissement. Mais justement, comment est-ce que tu t'enrichis à l'extérieur? Est-ce que avec ta brigade, vous allez faire des visites chez les petits producteurs, dans les vignobles ou dans les vignobles, dans les vignobles, ça nous arrive d'y aller, mais c'est plus le domaine du sommelier. Mais ça nous arrive aussi d'y aller parce qu'on aime aussi le vin, même si on s'en occupe moins, parce que dans des établissements comme le nôtre, où on a des sommeliers qui font la carte et qui servent le vin, c'est clair que tu finis par moins t'intéresser, être moins impliqué en tout cas. Et la sommellerie, c'est un métier à lui tout seul. Hein. Il faut connaître tous les vins, il faut connaître chaque millésime qui sort, mais il faut les goûter. Nous, on va de temps en temps par curiosité, parce qu'on aime ça. Mais après, on va déguster d'autres choses, des fromages, des choses comme ça, du miel qu'on peut amener pour le petit déjeuner, des produits qu'on peut amener, que je peux amener dans mes flambages aussi, des alcools, des choses comme ça. J'aime bien voir avec quoi je peux mélanger des choses. Donc il y a toujours moyen d'aller, de s'enrichir. Tout le temps. Et c'est exclusivement en Suisse ou vous pouvez aller à l'extérieur? Partout. Alors on va donner priorité aux produits suisses, on est en Suisse. Donc moi par exemple dans les fromages, 80% des fromages ou plus sont suisses. Parce que les fromages français on les connaît déjà, ils sont très très bons.
Mais on a des super fromages suisses aussi. Et quand on est à Genève, je pense que les gens, ce qu'ils veulent, c'est goûter des produits régionaux, quoi. Donc on essaie de mettre en avant les fromages suisses, comme on a beaucoup de vins suisses aussi, hein, qui sont exceptionnels. Ça ne veut pas dire que dans les autres pays, les vins ou les fromages sont moins bons. Mais on essaie de mettre en priorité cela, parce que quand on est dans un pays, c'est ce qu'on a envie de goûter. Oui. Et là, on parle de ces sorties dites professionnelles. Est-ce qu'il y a des sorties aussi qui sont plus ludiques, sous forme de team building, je ne sais pas, des sports collectifs, faire des choses ensemble? Bah, c'est vrai qu'on devrait en faire plus, on ne fait pas assez de sorties comme ça de sport. Parce que c'est vrai que ça rassemble. Hein. Et avec la cuisine, est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou pas du tout? Mais nous, avec la cuisine, on s'entend très bien. Il n'y a pas vraiment de... Après, de temps en temps, il y a des frictions, mais il y a des frictions aussi entre les personnes de la salle, ça arrive de temps en temps, quand tu es toute la journée ensemble, c'est normal. Mais on est vraiment un team salle-cuisine qui s'entend très bien. Mais après, c'est vrai que quand tu travailles 15 heures par jour, ça ne te laisse pas trop le temps de faire des choses le week-end. Et moi, en plus, je m'engage à faire beaucoup de choses pour le métier, des démonstrations, des représentations. Donc, j'ai pas plus le temps que ça J'aimerais bien avoir le temps, mais j'ai aussi une fille, une femme, il faut que je m'en occupe. Et j'ai que le week-end pour le faire. Rebondir justement sur ce que tu disais par rapport à tout ce que tu fais à l'extérieur. À titre personnel, tu vas beaucoup à l'étranger, je parle de l'Espagne ou de la France, pour faire des démonstrations, aller dans les écoles, ou même dans les salons ou les événements pour tout ce qui est technique, flambage ou découpe. C'est quelque chose qui te motive aussi d'aller à l'extérieur du domaine de Châteauvieux? Mais je ne vais pas à l'étranger, je vais chez moi. Quand je suis en France, je suis chez moi, je suis en Espagne aussi. Et en Suisse, pareil. Non, mais j'aime bien. Tu te sens autant espagnol que français et suisse? Et suisse, et même anglais, parce que je ne suis pas anglais, mais j'ai vécu 5 ans là-bas. Tu as autant d'attaches dans les trois pays? Je suis très attaché aux pays qui m'ont accueilli, qui m'ont appris quelque chose, qui m'ont donné quelque chose. Maintenant, j'aime bien aussi, bien sûr que j'aime bien aller partager mon savoir-faire et le transmettre, parce que c'est important de le faire. Il arrive un moment donné, quand on a appris des choses, il faut aussi les donner, et c'est important à travers ces associations ou des fois, il y a des représentations dans lesquelles on peut montrer ce qu'on sait faire devant le public. Il faut le faire, parce que les gens sont quand même friands de ça. Si on veut que les gens viennent au métier, il faut montrer ce qu'on sait faire. Il faut montrer ce côté aussi spectaculaire de la salle, parce qu'on a aussi un côté créatif. On peut faire des choses qui sont très spectaculaires. Hein. Les gens, ils aiment bien vous voir travailler. Quand c'est bien fait, c'est vraiment... Et ça, il faut le montrer pas qu'en vidéo, il faut aussi le montrer en vrai, pour que les gens voient que c'est pas un montage tout simplement, mais ça se réalise devant les clients à table. C'est important. Montrer que justement que les techniques, tout ce qui est flambage ou découpe, sont finalement un réel savoir-faire. Ouais, ça c'est un réel bien sûr, ça c'est quelque chose qui... Mais elles s'apprennent par l'habitude. Hein. Si tu le fais jamais, c'est clair que le jour qu'on te donne un poulet à faire, tu vas mettre 20 minutes à le faire, c'est normal. Mais si tu le fais de manière régulière, il y a une dextérité qui va se mettre en place, une rapidité aussi, une façon de servir. Je veux dire, le champ de vision s'ouvre. Et tu vas beaucoup plus vite, tu es beaucoup plus précis. Mais pour ça, il faut pratiquer. Et pour pratiquer, il faut qu'on nous donne la marchandise. Si les cuisiniers ne font pas des pièces entières, jamais on y arrivera. Donc il faut que c'est un travail entre la salle et la cuisine. Et c'est vrai que ça met en valeur le restaurant. Pour moi, c'est une valeur ajoutée. D'avoir des gens qui font du spectacle en salle, c'est important. Parce que tu vas au restaurant... Ça suscite la curiosité aussi du client, ce qui apporte aussi peut-être... c'est une force, mais ça peut être une vente additionnelle aussi. Le fait d'avoir attiré telle ou telle table sur une technique ou un fromage. C'est un argument de vente. Ça facilite la vente de voir un produit. Tu dis tiens, pourquoi pas. Bien sûr, le gens ils le voient réaliser, ils le voient devant eux, ça donne envie déjà. Les odeurs t'incitent à l'appétit, te donnent envie de prendre ça. Et nous, ça arrive souvent que quelqu'un qui prenne un poulet ou un canard ou une pièce ou un flambage, dès que tu en fais un, après tu en fais un peu partout, quoi. Donc et en même temps, ça mène une animation. Quand tu es dans le restaurant, des fois, tu t'ennuies pas, tu vois toujours quelque chose qui se passe, un serveur qui est en train de travailler, un qui fait un décantage, parce qu'il y a aussi la sonnerie qui fait son travail, hein. Il n'y a pas que la salle, mais il y a toujours quelque chose qui se passe. Et ça, c'est important que dans un restaurant, il y ait tout le temps un spectacle, quelque chose qui se passe.
Et ça apporte aussi peut-être une certaine convivialité à la salle. Est-ce que ça t'est arrivé par exemple d'avoir certains clients qui pouvaient paraître un peu fermés à l'accueil, à l'installation à table, et puis finalement qui s'ouvrent un peu plus puisqu'il y a un peu d'animation en salle? Oui, bon, après ça je pense que ça vient du côté chaleureux du service, pas forcément que du spectacle, mais quand tu es simple, quand tu es gentil, quand les gens se détendent un peu, des fois ils sont un peu crispés quand ils arrivent. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller dans le gastro et leur première fois elle n'est jamais évidente. Hein. Ils pensent que c'est obséquieux, c'est guindé, c'est trop sérieux, et c'est pas le cas. Tu peux avoir un très bon service sans forcément te prendre très au sérieux. Hein, ça peut être très accueillant, très efficace et pas forcément obséquieux. On peut avoir le sourire et faire des très belles choses, quoi. Et ce dont tu abordes, c'est la notion de savoir-être, justement avoir la bonne psychologie face aux clients. Ça aussi, c'est un art pour une personne qui est en salle. Ah, mais non, c'est clair, hein, le client, il faut. Mais chaque client est un peu différent, donc tu l'abordes pas de la même manière. Ouais. Tu vois, tu le vois arriver, tu vois quelles sont les attentes, il faut toujours essayer d'anticiper leurs besoins et d'être à l'écoute. Il faut être très à l'écoute. Et autant avec le client qu'avec le staff aussi. On a tous des sensibilités différentes, donc il faut essayer de rentrer dans leur jeu et en même temps tu les amènes dans ton jeu à toi. C'est comme ça que ça se passe. Mais ce savoir-être qui est finalement pas facile à décrire ou à identifier, c'est quelque chose qui s'apprend quand on est dans la profession. Savoir décrypter un client dès son arrivée, comprendre ses attentes et ses besoins. Ça s'appelle l'expérience, c'est l'expérience qui fait ça, hein, c'est l'expérience. Tu apprends à observer, des fois tu as déçu un client et tu te dis, il faut se poser des questions, pourquoi il était déçu, pourquoi des fois j'ai pas été content du service que j'ai fait, mais je me suis rendu compte après, je me suis dit tiens, j'aurais pas dû faire ça parce que dès le départ il s'est crispé et tu t'apprends de tes erreurs. Et il faut apprendre de ses erreurs, on apprend plus de ses erreurs que de choses que tu fais bien, quoi. Donc il faut rectifier. Ça c'est important. Parce que si tu continues à faire la même erreur, à ce moment-là, c'est que tu n'as rien compris. Donc à chaque fois se remettre en question. Il faut se remettre en question et voilà, essayer de. Parce que finalement, un client qui part frustré, c'est une frustration pour toi aussi. Même s'il avait quelque part tort, quelque part, si tu sens que tu n'as pas bien fait ton travail. Il te reste une part de dire gars, j'ai pas été à la hauteur. Et ça, tu le portes sur ta conscience. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que le client a des exigences un peu plus poussées par rapport à tes débuts dans le métier? Non. Ou différentes? Non, je pense que les clients, les exigences sont quasiment les mêmes. Ce qu'il y a, c'est que les clients d'aujourd'hui sont beaucoup plus avertis que ceux d'avant. Ouais. Aujourd'hui, les gens connaissent beaucoup plus de choses. Il y a la télé qui met en avant beaucoup de produits gastronomiques. Les gens voyagent beaucoup. Ils sont dans un restaurant à Tokyo le soir, le lendemain, ils sont chez nous. Après, ils sont aux États-Unis dans un 3 étoiles Michelin. Ça tourne beaucoup. Donc, ils connaissent bien les produits, ils connaissent bien les maisons. Et forcément, ils font des comparaisons. Hein. Ils regardent, il en a mangé ici. Donc, ils ont des attentes. Les clients ont des attentes, il faut être à la hauteur. Maintenant, celui qui voyage beaucoup, des fois, il dit rien, il le garde pour lui. Mais je pense qu'il faut savoir être à la hauteur des attentes des clients, quoi qu'il en soit. Peu importe s'il voyage, Châteauvieux c'est Châteauvieux, chez Ducasse c'est Ducasse. Et chaque maison doit avoir son univers, son entité. Il faut rester dans cet univers-là. Il ne faut pas faire de Ducasse à Châteauvieux ou vice-versa. Tu vois, il faut que chacun, quand il vient dans une maison, il trouve cet esprit et ce type de cuisine, quoi. Oui, chaque maison a son identité et chaque équipe, notamment en salle, a sa personnalité aussi. C'est ce que tu essayes de dire justement. Oui, mais chacun a sa façon de faire, a son petit plus ou ses qualités et ses défauts. On a tous une façon de faire, une façon d'aborder les gens, une facilité pour certaines choses et une difficulté pour d'autres. Hein. On est tous comme ça, quoi. On n'est pas bon dans tout, hein. On essaie de s'améliorer là où on est faible. Et c'est là le travail qu'il faut faire sur soi-même, en fait. C'est se voir dans quoi tu t'es moins fort, essayer de t'améliorer là-dessus. C'est pas toujours évident quand tu as un certain âge, mais c'est c'est sur ça qu'il faut travailler, je pense. Là, on parlait de la clientèle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire non à un client? Pour le bien-être du service et de son repas, ça arrive de dire non, mais de façon très polie, quoi. On essaye toujours de ne pas dire non, mais de l'amener dans... Par exemple, si une table de 6 veut chacun un menu différent, mais si on le fait, on sait qu'on ça va être un peu... ça va prendre du retard. Les plats, ils vont arriver en retard, parce que si toutes les tables font ça, c'est compliqué pour la cuisine, hein.
Oui. Parce que voilà, à chaque plat, à 3-4 ingrédients qui sont cuits dans des casseroles différentes, des sauces, chacune dans une casserole différente, donc il en faut pour 6 menus différents, vous vous rendez compte, hein, multiplier le nombre de casseroles par le nombre de garnitures qu'il y a dedans, les gens ne s'en rendent pas compte, mais nous on le sait. Et en cuisine, ça crée vraiment un désordre énorme. Donc on essaye de les amener gentiment à choisir un peu le même menu. Après c'est clair que s'il y a quelqu'un qui est allergique à un produit ou qui n'aime pas quelque chose, on va lui changer. Il faut avoir une souplesse quand même dans la proposition. Mais si on dit non, c'est pour le bien-être du client. Et justement quand on dit le client est roi, qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Mais le client est roi, bien sûr qu'il est roi, mais il a le droit aussi d'être correct et cordial avec le personnel. Hein, tu es roi du moment que tu es poli et que tu es gentil et que tu restes. Mais le client, bien sûr, il est roi. On essaie de faire tout pour qu'il soit content et pour qu'il parte avec le bonheur absolu. Mais voilà. On parlait tout à l'heure des techniques, donc on le disait, c'est un savoir-faire. C'est un art qui est visible et que tu as su rendre accessible auprès du plus grand nombre via les réseaux sociaux, notamment avec une page Facebook. Ça, c'était une volonté justement de ta part de mettre en avant ton travail? Alors au départ, on avait fait donc, un livre de découpage. Et quand on a fait le livre, moi j'ai pris ma caméra, j'ai filmé tous les intervenants, il y en a 16 en tout. Dans le livre, je filmais leur découpage pour pouvoir les décrire. Et suite à ça, quand le livre est sorti, je me suis dit que ça serait bien de faire une petite vidéo pour faire une promotion du livre et mettre en avant les personnes qui étaient dedans. Donc on m'a présenté Daniele D'Angelo, qui est la personne qui fait les vidéos, et qui, bon, d'ailleurs, c'est celui qui fait cette vidéo aussi. Hein. Et on a fait cette première vidéo pour la promotion du livre. Et moi, je la trouvais très bien réussie. Je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de faire une vidéo de 2-3 recettes, peut-être, de ce qu'il y a dans la vidéo. On a parlé avec M. Chevrier, et on s'est mis d'accord pour faire une recette, une découpe par mois, en fait. Il y avait une pièce qui était cuite par le cuisinier, avec la recette qui était donnée, filmée, et ensuite, on faisait la vidéo de la découpe. Et on a fait ça pendant 2 ans. Donc, je pense qu'on a, je sais pas, une trentaine de vidéos, peut-être. Ouais. Mais le but de ça, c'était aussi de donner aux gens envie déjà de faire ce métier, mais de toucher aussi les chefs, les cuisiniers, et leur montrer que le travail d'un serveur, il peut être très abouti si on leur fait confiance, quoi. Qu'on peut faire des choses très techniques, très finies sur une assiette, que les assiettes, elles peuvent être aussi bien finies qu'en cuisine, oui, par un serveur. Hein, qui est intentionné, mais il faut leur faire confiance, quoi. À un moment donné, il faut leur donner un petit peu carte blanche, il faut faire confiance à son équipe de salle, et on arrive à sortir des belles choses. Oh, on prend ça. Ce qu'on a dit, non, c'était quoi? Toutes tes associations en termes de flambage, c'est-à-dire fruits et alcool, c'est quelque chose que... On y reprend. Ouais. La créativité, le flambage, d'où ça vient et tout ça. Comment tu penses justement au dessert que tu réalises? Déjà, c'est les saisons qui vont guider le choix, et après on s'inspire des pâtissiers, de la cuisine, voilà, j'essaie de faire en sorte que le... Pardon. Putain, on reprend. Bon, la question est posée, hein. Oui. Ce que j'avais dit, moi je me rappelle plus ce que j'ai dit. Baby bouchette. Comment tu réfléchis justement à tes desserts? Tes créations. Alors les desserts, moi je suis les saisons. On essaye d'être bien en face avec ce qu'on fait déjà en pâtisserie ou en cuisine. Mais je m'inspire aussi des pâtissiers, bien sûr. Quand je vois des desserts qui réalisent sur assiette, des fois je me dis tiens, ça je pourrais peut-être le faire, mais en flambage. Mais après j'ai mes idées personnelles aussi. Hein. Tu vois, quand tu as la mémoire du goût, tu sais qu'un tel produit peut aller avec un autre. Après c'est une question de dosage, de cuisson. Donc, et on essaye de faire des choses qui soient vraiment ressemblables à ce que les pâtissiers envoient. Il faut que le dessert il soit vraiment travaillé, pas que ça soit juste quelque chose de flambé, poêlé et posé sur assiette. Donc on essaie de faire vraiment quelque chose d'abouti et on y arrive. Et à force d'en faire. Avec l'expérience. Avec l'expérience, il y a d'autres idées qui te viennent tout le temps à la tête. Tu as toujours des mariages différents qui te viennent et voilà, ça se termine jamais. Hein. Nous on a fait à Châteauvieux peut-être une centaine de recettes. Et on n'a pas fini d'en faire, moi j'ai envie d'en créer plus. Il y a une source infinie de possibilités justement comme dans la cuisine, flambage. pareil, comme dans la cuisine. Oui. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire les desserts, je me rappelle, le chef avait été à 3 étoiles en Bourgogne, comment ça s'appelle là? Relais Bernard Lazo? Non, pas Bernard Lazo. Comment ça s'appelle? Non. Il y a un autre. 3 étoiles, comment ça s'appelle?
Pyramide, Vienne? Non, 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 en Bourgogne. Bah oui, c'est à Bourgogne. Oui, mais il y a Vienne. un autre. Non, la pyramide, c'est à Vienne. Comment ça s'appelle? Ah, il avait un patron qui était avant qui a vendu. Il y a la côte Saint-Jacques, pas très loin. Non, pas la côte Saint-Jacques, un autre. La côte Saint-Jacques, ils en ont deux maintenant. La Meuloise. La Meuloise. Ah, la Meuloise. Ah, ok, d'accord. Je reprends là. Alors le chef avait été à la Meuloise et là-bas il avait eu des crêpes flambées, crêpes Suzette. Et le lendemain il est venu, il m'a dit Stéphane, on a mangé des crêpes Suzette, c'était super, le flambage il était magnifique, on a adoré ça, mais il m'a dit ça vous dirait pas de faire des flambages? Moi ça faisait déjà 6-7 ans que j'étais à Châteauvieux et j'ai dit moi j'aimerais bien en faire, ouais. Pourquoi pas? Il m'a dit pourquoi vous en faites pas? J'ai dit je savais pas que vous étiez d'accord qu'on fasse ça, donc j'ai fait venir un chariot. J'ai trouvé un réchaud, en fait on a commencé à faire des... Il m'a dit ouais les crêpes, j'ai dit non les crêpes je veux bien faire des crêpes, moi j'ai envie de faire d'autres choses quoi. Si on a 2 étoiles Michelin, faire des choses un peu plus créatives. Ouais. Et le premier flambage qu'on a fait c'était des fraises. On a pris une poignée de fraises, j'ai dit allez on va mettre des fraises, une gousse de vanille. J'ai poêlé, j'ai dit tiens je vais mettre une eau de vie de framboise. On a poêlé les fraises, j'en avais trop mis dans la poêle, j'en ai sorti une partie et le reste est resté dans la poêle, donc j'ai dressé les petites fraises. Et avec ce qui restait, j'ai dit tiens, je vais faire une compote. Ouais, ils étaient déjà en train de se compoter dedans puisque ça continue à cuire. Je les ai écrasés, j'ai fait une petite compote avec. Et ça, c'était mon premier dessert. Avec une glace mascarpone. Je l'ai parsemé avec un petit crumble au chocolat. Ça a été mon premier dessert. Je le fais toujours. Donc des fois, les idées elles viennent comme ça. Hein. C'est l'instinct. C'est l'instinct. Et des fois, tu te mets à réfléchir à une recette, il n'y a rien qui vient quoi. Et d'un coup, tu dis tac, tiens ça peut aller ensemble. Et ça marche comme ça, mais des fois tu as 10 recettes qui te viennent dans la tête et tu les essayes et elles sont bonnes dès le départ. Pour réaliser ces recettes, tu as une totale liberté de la cuisine et de la pâtisserie. Oui, ils me font confiance. Une entière confiance justement pour la réalisation et des flambages. Jusqu'à là, il n'y a jamais eu de plainte. J'ai toujours des clients qui me demandent même de refaire des petits desserts, ils me mettent des challenges, ils me disent ouais tiens la prochaine fois on va venir avec un tel fruit, un alcool, tu peux nous faire ça? Je dis écoute je vais essayer, je sais pas si... Et finalement, tu essayes et des fois de dire t'es surpris de toi-même parce que tu dis tiens avec ça on arrive quand même à faire tu vois il faut. Et est-ce que tu fais toujours des essais ou non c'est vraiment à l'instinct? Alors des fois je fais des essais mais précis à une table que tu réalises le fromage. Ça m'arrive des fois de faire des essais mais rarement. Ouais. Quand je me dis tiens quand ils viennent à ces clients qui m'ont demandé le challenge je fais pas d'essai hein. Ils arrivent et je dis je sais déjà ce que je vais faire. J'ai déjà le dosage et après je goûte la sauce au retour mais je vais jamais louper un truc. C'est toujours. C'est une force, c'est aussi. Je sais pas si c'est une force, mais plus-value de pouvoir réaliser des techniques en salle. Quel est ton regard? Enfin, toi, c'est quelque chose qui te passionne, que tu fais au quotidien? Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, qui me passionne et qui m'amuse aussi. Ouais. Donc, j'aime bien le faire. C'est du travail, il faut l'organiser, il faut que. Ça demande une main-d'œuvre aussi qualifiée. Je suppose que ton équipe est aussi formée pour réaliser des techniques. Mais il faut aussi que tu sois tout en place. Je veux dire, quand tu es en train de faire un flambage, tu peux pas dire j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Il faut que tout soit sur le chariot, il faut que tu sois vraiment en accord avec ce que tu vas faire. Tu vois, tu peux pas quitter ton chariot pour aller chercher un ingrédient que tu as oublié pour revenir, sinon ça fait un peu schmilblick. Donc tu es obligé d'avoir tout sur la main et savoir exactement ce que tu vas faire. Tu ne peux pas commencer à te dire, moi quand je vois une assiette, quand je vais faire mon assiette, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais mettre dessus, comment je vais la dessiner, comment je vais la présenter. Je le sais, je l'ai déjà dans ma tête et après je le mets sur l'assiette. Et après, ça me plaît ou ça ne me plaît pas, hein, mais déjà ce coup-là je la mets, après peut-être je vais rectifier pour la prochaine. Mais normalement quand tu as fait ta présentation, ça ne bouge plus. C'est rare que je change une présentation que je fais du premier coup. Et est-ce que tu penses justement que c'est une réelle force de pouvoir avoir une totale liberté sur la réalisation des techniques, des desserts? C'est vrai que certains établissements, souvent étoilés, ne proposent pas de techniques, des cours de surtout une réelle chance, parce que j'ai la chance de pouvoir le faire, et on m'a fait confiance, et j'essaye de rendre le pareil quoi. Donc pour qu'on me fasse confiance, il faut aussi que je fasse bien mon travail. J'essaie de bien le faire pour qu'on continue à me faire confiance et qu'on me laisse encore faire d'autres recettes et d'autres élaborations devant le client, parce que si tu les loupes à chaque fois, à un moment donné, on va te dire écoutez, c'est bon, parce que c'est vrai que dans le passé, des fois, on avait des desserts flambés qui étaient trop alcoolisés, ou des fruits qui étaient des fruits en conserve, des fruits qui n'étaient pas assez cuits ou trop cuits. Donc on n'était pas du tout dans le, je veux dire, gastronomiquement parlant, c'était pas ça quoi. Et aujourd'hui, on arrive à sortir des desserts faits par le service qui sont vraiment impeccables. Et ça passe aussi par une bonne alchimie, une bonne relation entre la salle et la cuisine, ce qui participe aussi au bon fonctionnement d'un restaurant. Mais pour un bon service, l'alchimie elle est indispensable. Si tu n'as pas un bon contact avec la cuisine, tu fais pas un bon service. Ça c'est impossible.
Donc si tu n'as pas un bon contact avec la pâtisserie, tu ne fais pas non plus un bon service de dessert. Et si tu n'as pas le bon service avec le bon contact avec la cuisine, t'oublies. Il n'y a pas de... Pour expliquer les plats, un cuisinier qui est trop dur et trop... t'oses rien lui demander finalement. Donc quelque part, ça crée un mur entre la salle et la cuisine. Donc il faut cette flexibilité, que quand tu as besoin d'un renseignement, qu'ils puissent le donner. Et que de te sentir libre de pouvoir demander sans qu'on te prenne pour un gars qui ne connaît rien. C'est vrai que nous, on n'est pas dans la cuisine. Des fois, il y a des plats où tu mets des ingrédients, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Là, on n'est plus dans le classique. Quand tu es dans la gastronomie, on a des bases classiques, mais qui sont toujours changées, personnalisées et renouvelées. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, on a besoin de savoir ce qu'il y a dedans. Parce qu'il y a des gens qui sont allergiques à certains produits aussi. Donc, tu dois pouvoir les renseigner. Si quelqu'un te demande, est-ce qu'il y a un tel produit ou un tel, non. Tu dois pouvoir répondre à ça. Voilà, c'est important. Et donc là, pour revenir sur les vidéos que tu réalises, quelles sont les retombées 2 ans après les avoir réalisées? Là, tu continues toujours, mais est-ce qu'il y a des retombées, que ce soit auprès des clients, peut-être qui voient les vidéos, ou même de la profession? Oui, non, mais les clients les regardent, ils sont très contents de les voir, ils aiment bien ça. Mais les clients me connaissent, ils les voient des fois au restaurant, souvent. Et plus les gens de la profession qui apprécient ça, parce que moi, j'étais impressionné d'avoir autant de gens qui me mettent des messages encourageants et en disant que les vidéos sont super, qu'ils mettent ça aussi en avant dans les écoles, ils leur montrent aux élèves, ils essaient de réaliser certaines de mes recettes. Je suis très honoré de ça parce que je ne m'attendais pas à une retombée comme ça. Donc je suis très content d'avoir apporté quelques petites recettes et quelques idées peut-être, ou des envies de refaire du travail de salle aux jeunes et même aux moins jeunes, quoi. Parce que pour revenir à ce qu'on disait au début, le fait de réaliser ces vidéos donc en duo avec un photographe, c'était avant tout de mettre en avant le domaine de Châteauvieux, pour lequel tu collabores depuis 22 ans, mais aussi surtout de mettre en avant et de rendre visible ce savoir-faire, cet art qui mais le but, est une force. À la base, le but c'était de faire venir les clients par le service. Pas que par la cuisine, parce que la cuisine tout le monde la connaît, mais de montrer au client qu'il y a aussi un service qui existe et qu'on donne. Donc c'était le but aussi. Et petit à petit, on a décliné ça aussi pour les professionnels, pour les épicuriens, pour tout le monde en fait. On a ouvert le champ, mais au départ c'était vraiment pour faire venir les gens en Châteauvieux en disant voilà, dans un restaurant c'est pas que la cuisine, il y a aussi un service qui est donné, il y a un travail de salle, il y a un accueil, il y a tout ça. Et à travers ces vidéos, on les voit bien, on voit bien ce petit, la gestuelle et tout ça. Et c'était ça l'idée. Maintenant c'est clair qu'on va un petit peu plus loin et on essaye de toucher tous les gens de la profession pour poser ces idées, de remettre ça en avant pour que les jeunes, parce que les jeunes ils ont besoin de ça. Les jeunes ils ne veulent pas justement porter une assiette et la poser, ils veulent aussi faire partie du succès d'un restaurant. Faire partie de l'expérience client. Voilà, ils veulent aussi que les gens ils se rappellent voilà, ce monsieur il nous a fait le fromage, il nous a expliqué ça, c'était machin, il nous a coupé, il nous a fait un dessert qui était super, il nous a coupé une volaille, c'est important parce que ça on s'en souvient toujours. Moi je me rappelle, j'ai été manger chez Violi à l'époque, c'était chez Rochat. Et Louis m'avait fait le canard, je m'en souviens encore quoi. Ça fait, je parle, il y a plus de 20 ans. J'avais été époustouflé, j'ai dit Dieu comment il coupe le canard. Et pourtant j'étais du métier, je coupais déjà. Mais j'avais été impressionné par sa découpe. C'est quelque chose qui t'a interpellé. Oui, c'est la découpe qui m'a interpellé. Mais moi j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours choisi des maisons en fonction du travail qu'il y avait pour le service. Pour le service ? Oui, parce que c'était ma passion, j'aimais ça et je voulais pas tout simplement faire du service à l'assiette. J'en ai fait, mais c'est pas, voilà, ça me passionne pas. Moi, j'aime bien faire aussi partie de ce qui se passe autour de la table. Montrer ton savoir-faire, tu le disais, c'était aussi s'ouvrir aux professionnels. Est-ce que tu sens que d'autres justement souhaitent faire la même chose? Est-ce que tu as des sollicitations dans ce sens pour Mais j'ai des gens qui viennent faire des petits stages chez moi, à Châteauvieux, et j'ai des gens chez qui je vais faire aussi des démonstrations. Mais finalement, c'est un échange parce que eux, ils apprennent certaines choses chez moi et moi, j'en apprends chez eux aussi. Parce on a toujours des petites choses, des petites techniques ou des idées ou un petit, je sais pas, un petit quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Donc, ça t'apporte toujours quelque chose. L'échange apporte toujours quelque chose. Et ça me permet aussi de continuer à pratiquer sur des fois des produits qu'on fait peut-être un peu moins à la carte en ce moment. Mais moi, je les perpétue là-dessus, dans les démonstrations. Donc, ça m'aide à... Et moi, j'aime bien faire ça de toute façon. Donc, voilà, des fois je vais dans des endroits insolites, mais j'aime bien quoi. Je le fais bénévolement, c'est pas quelque chose que je fais pour l'argent parce que j'ai pas besoin de ça. Moi j'ai déjà
mon métier dans lequel je gagne ma vie, j'ai pas besoin de... Donc je le fais pour, voilà, pour mettre le métier en avant et voir si ça anime aussi à d'autres maîtres d'hôtel aussi à faire la même chose. Ça serait intéressant que tout le monde monte un petit peu sur la scène. Faire la même chose, montrer et que, leur et que chacun mette du sien pour montrer ce qu'il sait faire, parce qu'on a tous une façon de faire différente. Ouais. Mais elles sont toutes bonnes, hein. Du moment que tu maîtrises le sujet, il n'y en a pas un qui a une méthode universelle. Elles sont toutes bonnes, il faut juste qu'elles soient maîtrisées. Donc finalement, ces vidéos, on pourrait rester sur cet appel que tu lances à la profession en leur disant vous aussi osez et faites des vidéos pour montrer votre savoir-faire, faire des techniques. C'est un peu l'appel que tu pourrais justement lancer à la profession. Oui, mais je pense que aujourd'hui on peut filmer avec un téléphone, donc c'est pas très compliqué. Ça serait bien que tout le monde se mette à faire des petites choses, à les montrer, et même si elles sont pas super abouties, mais l'important c'est de montrer qu'on a fait l'effort et de le mettre. Nous avec Daniele, on est en train de faire maintenant une petite, on a changé un petit peu nos objectifs et on a envie de mettre d'autres maîtres d'hôtel en avant. Donc on va taper à la porte de certaines maisons pour faire une technique par un maître d'hôtel. Et donc la recette de la maison avec une technique faite par un maître d'hôtel, peu importe, en Espagne, en Italie, en France bien sûr. Mais on va essayer de mettre d'autres personnes en avant, peut-être du travail à 4 mains. Là on a fait une première vidéo avec Frédéric Kaiser, mais ce ne sera pas la seule, on va en faire d'autres. Et le but c'est de mettre en avant des gens qui sont très bons peut-être, mais qu'on ne connaît pas assez, parce qu'il y a plein de maîtres d'hôtel qui sont très doués avec le couteau et la fourchette, mais on ne les connaît pas. Ils travaillent pour leurs clients, dans leur maison, ils ne sont jamais sortis de l'ombre, donc on aimerait bien les mettre en lumière, ces maîtres d'hôtel qui ne sont pas connus, et on va essayer de les amener dans nos vidéos. On verra. Gageons, Esteban, qu'à travers ces paroles, d'autres professionnels puissent mettre également en avant leur travail de salle, que ce savoir-faire puisse être mis en lumière. En tout cas, merci pour ta vision du métier et pour ces échanges. Merci à toi aussi pour ta magazine Un œil en salle, qui met en lumière les métiers nos métiers, quoi, hein, et pour cet entretien. Et on continue comme ça. Merci.